14 décembre 2024. Le cyclone Chido s'abat sur Mayotte. Des vents à 225 km/h soufflent sur l'archipel. En quelques heures, tout est ravagé. Bilan, au moins 40 morts et 41 disparus. Plus de la moitié des habitations sont abîmées et près d'un tiers totalement détruites. Un an après, à quoi ressemble la vie sur place ? Je suis parti avec le Secours populaire pour comprendre leur réaction et rencontrer les associations qui viennent en aide depuis un an aux habitants. Dès mon arrivée, je suis marqué par les piles de déchets entassées à l'entrée de Mamoudzou. Là, on peut encore voir, un an après, les stigmates de Chido. Là, c'est réduit. Il y avait, je sais pas, peut-être 50 fois plus de déchets que là. Un an après Chido, je découvre ce département français, le 101e, le plus pauvre. Je découvre les bangas, ces abris de tôle, de bois qui constituent les bidonvilles. Et c'est là où je me rends à Kahani, dans le centre de l'île. Toi, t'es allé dans ce banga justement juste après Chido. C'était un spectacle de désolation sur un terrain vague avec des cabanes de bois et de tôle, comme ils avaient pu reconstruire parce qu'ils ont réutilisé des anciens matériaux ici ou là. Il faut savoir que c'est à même le sol, c'est la terre battue. On va rencontrer une association qui fait des maraudes santé notamment. Et là ce matin nous allons donc rejoindre l'équipe pour faire de la prévention et certainement aussi de la distribution des produits d'hygiène. Avec Christian Cos du Secours populaire, on rejoint Moumini Ridjali, facilitateur santé à l'association Horizon. On essaye de passer même une fois par semaine. Les rampes d'eau, je ne sais pas si ça coule là. Ah, là je pense ici aujourd'hui à Kahani, il n'y a pas d'eau, parce que là ça coule pas. L'eau ne coule que 2 fois par semaine environ. C'est ce que vivent les 100 familles du bidonville. Conséquence ? L'eau qui est prise à la rampe pour assurer de l'eau tous les jours doit être stockée 4 jours avec la chaleur, avec les risques sanitaires que ça comporte. Alors la solution d'urgence, c'est la distribution de pastilles de purification. Une bouteille d'1 litre, c'est un comprimé. Moi, une bouteille de 5 litres, je mets juste 2. Alors, si c'est la bouteille de 5 litres, tu mets 5. Par contre, ça, il ne faut pas le laisser dépasser 24 heures. Tu vois. Qu'est-ce que tu prends en photo ? Et les habitants, ils viennent là, laver leurs vêtements, faire la lessive ici. C'est vraiment dangereux, mais ils n'ont pas le choix. Et là, c'est vraiment dégradé, comme vous voyez. Donc là, ils n'utilisent pas. Mais il y a un puits là, juste à côté, que les gens... Donc, vu qu'il n'y a pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès à l'eau. Donc, ils utilisent cette eau-là. Donc là, c'est vraiment profond. Utiliser cette eau est particulièrement risqué. Derrière le bidonville, il y a une décharge. Oui, exactement. En fait, derrière le bidonville, il y a une décharge. Quand la pluie tombe, toute l'eau qui est stockée sur les décharges, ça déverse vers leur maison. Et là où il y a les puits qui prennent l'eau, donc l'eau, vu qu'elle s'infiltre sous terre, il rentre aussi dedans. Typhoïde ou choléra, l'eau polluée peut à tout moment engranger une épidémie. J'ai rencontré la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou, et selon elle, l'État arrivera à distribuer de l'eau sur toute l'île dans les prochaines années. Donc je suis allée visiter une usine de dessalement hier et j'ai vu les choses se faire. L'usine va bientôt sortir de terre, donc je vois les choses avancer. Sur cette problématique qui est majeure pour la population, il y a des choses, encore une fois, qui avancent. Et donc ça, c'est positif. L'usine ne sera pas prête avant 2027. En plus du manque d'eau, les cultures n'ont pas encore repoussé sur l'île. Résultat, la nourriture est importée et elle coûte cher. Sur l'île, à Mayotte, de nombreuses familles sont agricultrices et possèdent 1 ou 2 hectares de culture pour se nourrir et puis revendre un peu le surplus. Tout a été détruit et certains n'ont toujours pas accès à leurs champs. C'est le cas de Ramadani Ardali. Vous venez un peu visiter un peu ici. Une pièce pour 2, un toit en tôle, dans le jardin de sa fille. C'est là où je vis, vous voyez ? Avec votre femme ? Ouais, avec ma femme. À 63 ans, Ramadani a tout perdu, sa maison, ses champs, ses bêtes balayées par Chido. J'avais les bananiers, j'avais tout dans cette cour. Hein. J'avais tout, le manguier. Il espère reconstruire sa maison, il a déjà le matériel, mais impossible de le faire seul. Si j'amène une bois ou 2 tôles là-bas,
Et le lendemain, j'arrive... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le risque, ce sont les pillages récurrents à Mayotte. Le Secours populaire lui est venu en aide et il lui a donné 7 plants de bananiers en mars dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ben c'est beaucoup. Hein. Ah oui, on est tellement ravis. Je veux bien qu'on donne cette variété-là. Encore un peu plus. Pour l'instant, il n'a pas encore de quoi vivre de ces quelques plants. Le lendemain, j'accompagne le Secours populaire pour négocier 2000 nouveaux plants de bananiers à partager avec les agriculteurs du nord de Mayotte. L'ONG travaille avec ce pépiniériste débordé par la demande. Là, vous avez les palmiers, vous avez les bananes là, mais c'est pas pour vous. C'est dommage. Et c'est déjà pris quoi, on va dire. Tout est déjà parti là en fait. Tout est déjà parti. Dès qu'ils sont prêts à planter, on l'appelle les clients. Le Secours populaire mène un travail de fond avec les associations locales en finançant leurs activités. C'est l'association La Cantine de Mayotte, née après Chido, qui accompagne les agriculteurs en distribuant les graines et les pousses. On en a à peu près 300 agricoles, donc on a pris 4 communes. Mayotte compte 4300 exploitations. L'Union européenne a commencé une distribution d'aide aux agriculteurs à hauteur de 1780 € par hectare de culture. Mais c'est difficile d'évaluer le chiffre exact. Environ la moitié des agriculteurs mahorais ne seraient pas déclarés et donc pas éligibles à ces aides. Ce manque d'eau, de nourriture force les Mahoraises et les Mahorais à vivre dans des conditions de vie indignes. Surtout qu'il faut se rendre compte que la moitié des habitants de Mayotte, ce sont des enfants. Comment grandir dans cet environnement ? Déjà avant Chido, 57% des élèves mahorais n'allaient pas à l'école tous les jours. Ils partageaient des salles de classe dans un système de rotation. Chido a détruit de nombreuses écoles et l'UNICEF a récemment dénoncé la non-scolarisation complète de près de 9000 enfants à Mayotte. C'est le cas de beaucoup de jeunes à Kaweni, le plus grand bidonville de Mayotte. Ici, des associations comme Kaweni Nouvelle Ère et Action Coup de Pouce s'occupent d'enfants jusqu'à 17 ans. On les apprend à lire et écrire parce que beaucoup n'ont pas eu de place, surtout cette année. Parce que là, on est devant justement une école. Oui, ça, c'est une école et ils n'ont pas le droit d'y aller. Oui, parce qu'ils ne sont pas inscrits. Il y a des autres qui peuvent y aller parce qu'ils sont là, mais il y a des autres qui ne peuvent pas parce qu'ils sont pas. Parce qu'il n'y a pas de place en fait. Certaines associations comme Kaweni Nouvelle Ère possèdent des locaux qui ressemblent à une salle de classe. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est activité en extérieur. Ils font la course ? Oui, c'est ça, il faut la course pour un peu s'évacuer. On travaille bien. Travailler sur quoi là ? Hein ? Le travail, le calcul. Tu sais calculer jusqu'à combien ? Hein ? Tu sais compter jusqu'à combien alors ? Jusqu'à 30. T'as quel âge ? Moi, j'ai 10 ans. L'école, c'est ça qui fera, on va dire, avancer Mayotte. Mayotte, il a besoin d'avoir des professeurs, des médecins, des infirmiers. Et tout cela s'apprend par l'école. J'ai retrouvé les associations que j'avais rencontrées pendant mon séjour sur la plage de Banderele, la veille de l'anniversaire du passage de Chido. Elles accueillent 500 enfants de l'île pour une journée de vacances. Au programme, danse, jeux, baignades, repas pour tous les enfants. Avec un objectif. On leur donne des activités, comme ça on puisse au moins pouvoir insérer les jeunes et ne pas leur laisser faire des bêtises après. Parce que c'est de là d'où vient la violence, parce que les jeunes n'ont rien à faire. Entre les collèges, les lycées, il y a des affrontements à coups de cailloux souvent et parfois mortels. Kiri était proche de membres violents de sa commune. Pour éviter que ses enfants se battent plus tard, les assos et lui, Kiri, les font se rencontrer avant. Ils ont tous deux communes différentes, mais comme ils sont tout petits, ils n'ont pas encore la haine de coin. Du coup, ils peuvent se côtoyer, tout ça là. À Mayotte, j'ai vu que les associations tentent de faire tenir autant que possible l'île qui se sent laissée à l'abandon. Ils n'ont pas que faim de manger, ils ont aussi faim de moyens pour pouvoir prétendre aux droits et essayer de faire respecter leurs droits. Je comprends ce sentiment d'abandon et de mépris et je suis lucide sur la situation. Quand on est au cœur des difficultés, c'est normal.
Mais je ne peux pas laisser dire que l'État n'aurait rien fait. L'État s'est beaucoup engagé, d'abord dans l'urgence, pour sécuriser les populations, pour rétablir l'essentiel quand même, l'eau, l'électricité, les routes, et puis il s'est engagé dans un exercice inédit, qui est cette grande loi de programmation, 4 milliards d'euros d'ici à 2031 pour reconstruire. Un an après, Mayotte est toujours marquée par le cyclone Chido. Manque d'eau, de nourriture, d'infrastructures, les besoins vitaux des habitants ne sont toujours pas acquis. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver mon podcast Les Rescapés de Chido, Mayotte, un an après, sur toutes les plateformes d'écoute sur le site et l'application de BFM TV.